Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 8 juin 2026 qui avait lieu à Paris en France. Donc. Et pour ouvrir le show, on a une promo d'Obafemi que j'ai trouvé qui ne lutte pas donc et qui occupe. Sa performance pareil était une masterclass de présence scénique. Je suis d'accord, dans un monde de catch où tout est ultra rapide. Il a une anomalie d'impose, une temporalité lente, dictatoriale. Chaque pas est pesé, chaque mot est une loi. Il réussit ce tour de force d'imposer une hiérarchie spatiale. Le ring n'est plus un terrain de jeu, c'est son domaine privé, c'est la naissance d'un monstre. Face moderne qui n'a plus besoin de la force brute pour effrayer, mais de sa seule aura d'autorité incontestable de rouleur. Oui, effectivement, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai qu'il a quand même bien géré au micro et qu'il était quand même assez impressionnant et que j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé. Donc, malheureusement, pour ce qui est de l'argument négatif, c'est qu'une faute structurelle. Pourquoi invoquer l'ombre de Brock Lesnar en le nommant Femi ne renforce pas sa légende, il l'a fragilisé, je suis d'accord là-dessus, mais en même temps, il a perdu face à Brock Lesnar du côté de Clash in Italy. Pour ceux qui n'ont pas vu la review, bah, vous pouvez inviter à la regarder, enfin j'en ai pas fait, mais les pronostics, c'est un aveu de prouesse créatif. La compagnie semble incapable de laisser une nouvelle idole exister sans le rattacher au passé pour la légitimer. C'est vrai, c'est le complexe du fils Femi pour être un adieu. Un dieu doit tuer le père, mais en le nommant, il prouve qu'il est encore sous son influence psychologique et qu'il n'a pas besoin de Lesnar. Il a besoin que Femi soit l'original, pas une énième itération d'une lignée déjà écrite. C'est vrai ça, qu'il n'est pas forcément obligé de le citer, mais qu'étant donné qu'il a perdu, c'est une bonne chose de fait. Malheureusement, Dominique et JD McDonald remplissent une fonction purement organique de déchetterie émotionnelle dans la structure narrative. Ces personnages sont des catalyseurs de chaleur. Ils apportent le mépris du public pour les canettes sévères féminines. C'est un engrenage classique et une prière de mécanique de précision. C'est sans surprise, c'est prévisible. Je suis d'accord sur tout ce que je vous ai dit. Je rajouterais même que le fait qu'il mentionne Brock Lesnar n'est pas une si mauvaise idée que ça, parce que ça va donner envie à Brock Lesnar de se mêler encore une fois des affaires de Bafemi. Mais bon, on a un peu marre de cette histoire et on va bien voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, ça va être une sacrée opportunité de voir un Bafemi vraiment mis sur les devants de la scène face à Dominique Mysterio dans les demi-finales du King of the Ring ce lundi. Mais en tout cas, j'aime beaucoup son aura, son segment et son charisme. Enfin, franchement, il a assuré et j'ai rien d'autre à rajouter. Ensuite, après, on enchaîne avec le deuxième match de la soirée, le premier tour du tournoi Queen of the Ring, donc Liv Morgan face à Alexa Bliss, donc la championne du monde, face à Chelsea Green, face à Becky Lynch. Le pragmatique tactif, Liv Morgan incarne l'antithèse du héros classique. Sa victoire ne repose pas sur une supériorité, mais sur une lecture cynique du champ de bataille. Elle illustre l'évolution, le désespoir devenu méthode. C'est un récit de survie qui, dans une structure de tournoi, gagne en cohérence. Les arguments négatifs, forcément, il y en a. C'est que utiliser des icônes comme Alex Bliss ou Becky Lynch comme simple taureau pour faire pousser de nouveaux talents et un gaspillage de capital émotionnel à force de déconstruire les légendes pour construire le futur, là, créer un futur sans ancrage où aucune victoire ne semble leur a jamais défini, puisque même les piliers sont traitables comme des figurants. C'est vrai que je suis d'accord là-dessus, et le format 4-way est l'artifice favori des scénaristes pour masquer le manque de temps et condense 4 arcs narratifs en un seul segment, créant une densité intensifielle qui étouffe le développement psychologique au profit du spot visuel. Mais quand même, je vais revenir sur la victoire de Liv Morgan. Moi, je la trouve intéressante. C'est que oui, il y a une forme de cruauté administrative à utiliser Becky Lynch et Alexa comme des rampes de lancement. Le prestige est une ressource finie. Lorsqu'une légende perd sa force symbolique au profit, il faut le faire avec une conscience narrative profonde, certes. Et si elles ont été comme des accessoires de luxe, cela crée une défilation du précis. Si les anciennes icônes perdent leur aura, pourquoi devrions-nous accorder de l'importance à la victoire de la nouvelle? C'est une gestion court-termiste qui sacrifie le passé pour un présent fugace, mais je suis d'accord là-dessus. Mais il y a quand même la victoire qui est une réflexion fascinante sur le nouveau catch. Elle ne gagne pas mais par une lecture clinique de Leportis. C'est une écriture moderne qui déconstruit le concept du héros fort. Morgan est le reflet d'une époque où l'efficacité prime sur l'héroïsme. Elle a transformé sa fragile en une arme tactique. C'est une victoire qui rend le personnage plus intéressant, plus dangereux car imprévisible. Je suis d'accord là-dessus.
Et ultime de la paresse structurelle, c'est qu'il permet de condenser 4 arcs narratifs en un temps record de 15 minutes, tout en masquant faiblesse technique derrière une effervescence visuelle. Quand c'est le boulot, Western était efficace pour les audiences, mais pour en profondeur psychologique, c'est de la TGPlux conçue pour ne jamais laisser les spectateurs s'ennuyer une seconde au prix d'un sacrifice de la narration lente. C'est vrai que je suis d'accord là-dessus et que Liv Morgan mérite sa qualification, sa victoire même, je dirais, mais il va falloir vraiment qu'elle progresse dans le ring. Encore une fois, les championnes du monde. Et peut-être qu'elle ne devait pas être dans ce tournoi, mais finalement, elle se qualifie. Donc, pour les demi-finales de ce Queen of the Ring, où elle affrontera soit Charlotte Flair, soit Jade Cargill, soit Sol Ruka, soit Valkyria. Je dirais ça dans la review de SmackDown qui a gagné ce match-là. C'était hier soir. Et de l'autre côté, on aura Io Sky face à Raquel Rodriguez dans l'autre demi-finale la semaine prochaine. Donc ça promet quand même un petit bonbon. Ce tournoi est quand même là pour mettre en avant des catcheuses. Et c'est quand même assez intéressant. Passons à la suite. Lyra Sol Ruka qui mettait donc en jeu son titre intercontinental féminin qui avait remporté du côté de Clash of Champions face à Becky Lynch face à Lyra Valkyria. Donc duquel je vous disais donc ce n'est plus du sport, c'est de l'art cinétique. Elle apporte une fraîcheur visuelle qui transforme le ring en une arène de haute voltige. Elle élève le niveau de toute la division. Je suis d'accord là-dessus sur le Ruka, elle est vraiment la division féminine et elle impressionne beaucoup de personnes ces derniers temps. Et c'est même le nœud du problème, c'est que l'acte gratuit, pourquoi se bat-elle? Il manque cette tension de sang, ce conflit qui fait d'un match une guerre. Sans une rivalité construite sur une haine ou une aspiration profonde, le match devient un laboratoire. C'est une prouesse athlétique mais émotionnellement muette. Le spectateur admire l'exécution mais reste étranger à l'enjeu. Un match sans âme, c'est une horlogerie parfaite dans une pièce vide, je suis d'accord là-dessus, mais tout est calculé. Le rythme est une symphonie sans fausse note, mais cette perfection est aussi sa limite. Quand tout est prévu au millimètre près, la magie de l'imprévu disparaît. C'est une mécanique d'horlogerie impressionnante, froide, mais dénuée de vie. Je suis d'accord là-dessus, mais quand même, elles ont livré franchement un bonbon, un banger. Je pensais pas que Lyra Valkyria tiendrait tête autant à une catcheuse comme Sol Ruka qui vient juste d'arriver en roster principal et vice-versa. Mais quand même, Sol Ruka ça paraissait logique qu'elle garde son titre de championne intercontinentale et qu'elle soit vraiment mise sur les devants de la scène. Mais bon, la froideur, le match et le point d'or d'une post-athlétique, une horlogerie. Pourtant, il ressort une stérilité émotionnelle classe sans tension narrative, sans son qui ne devient qu'un objet de musée. La perte devient l'ennemi de l'empathie. On complète l'exécution reste distant devant le vide narratif, mais j'ai quand même aimé la performance, la victoire, tout ce que vous voulez de Sol Ruka. Et franchement, je pense qu'elle a encore beaucoup de progrès à faire, certes parce qu'elle vient d'arriver, mais il y a quand même un mais, c'est que je vois que la WWE fait des efforts et prouve tout le talent qu'elle a ces derniers temps sur le Ruka. Donc bravo à elle d'avoir remporté ce match et d'avancer dans ce tournoi en demi-finale. Franchement, j'ai l'impression que les demi-finales sont dans 10 ans, alors qu'elles sont quoi pardon, d'avancer en demi-finale, de conserver le titre, excusez-moi. Elle catchait à SmackDown, pour ceux qui ne savent pas, dans le cadre du tournoi. Bravo à elle d'avoir conservé son titre, et peut-être qu'il y avait mieux à faire en donnant un peu plus de temps aux deux lutteuses, mais quand même, Saloka est toujours champion intercontinental. Est-ce qu'elle va remettre son titre en jeu à, comment dire, Night of Champions le 28 juin, 27 ou 28 juin prochain, j'ai plus les dates ancêtres, il faudrait être là pour le savoir, mais franchement, je suis quand même assez heureux et c'est un point positif. Passons à la suite, donc LA Knight et Jey Uso, la communication et l'arrogance, franchement, le segment Knight Uso dépasse le catch pour devenir un phénomène sociologique. Le public parisien a dicté sa loi, ce n'était pas plus une promo, c'était une messe. Franchement, les deux hommes sont devenus des icônes au-delà de leur personne. Ils sont des totems de la culture pop actuelle. La Bloodline, après 3 ans, reste une mythologie à partager. Le ring est devenu l'hôtel de cette ferveur. Et franchement, là, comme une erreur de l'arrogance commerciale, refuser le contact physique après une telle montée en puissance, c'est une stratégie de teasing cynique pour le puriste. C'est une trahison. Le public a fait le déplacement, a offert et en retour, là, lui offre une frustration programmée. C'est un mépris. C'est spectateur présent, traité comme un consommateur à qui on vend le plutôt qu'une résolution cathartique, c'est vrai, mais bon, ils se sont affrontés à SmackDown pour ceux qui veulent les voir
lutter. Et l'analyse nette, c'est que la Bloodline est le centre de gravité, mais tout centre de gravité finit par s'effondrer sous son propre poids. On connaît le refrain par cœur, c'est une mécanique qui tourne à plein régime et qui commence à lancer. On est dans la répétition ritualisée, une sécurité créative qui finit par lasser le spectateur averti. Ça, c'est vrai que la Bloodline, quand même, on a l'habitude, ça tourne en rond. Mais quand même, j'ai beaucoup aimé les arguments d'Ellen Knight qui dit que Jey Uso ne peut pas gagner tout seul. Ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas tout à fait faux. Mais apprécier comment la WWE a booké cela et comment ils ont fait, voilà quoi, cette dramaturgie de, de ce segment-là. Mais c'était vraiment intéressant de voir comment ils ont fait ça. Et, euh, et c'était vraiment la bonne chose à faire, de faire ça du côté de la WWE et de mettre en avant LA Knight, qui est un catcheur qui au micro excelle, mais qui dans le ring a un petit peu plus de mal. Jey Uso, c'est la même chose. Mais c'est la bonne chose à faire, donc je suis quand même assez heureux de ce segment-là. On va passer à la suite. Donc c'était Penta face à Rey Mysterio pour le titre de champion intercontinental. Contrairement à d'autres matchs de la carte qui semblaient être des exercices de style, ce Penta vs Rey était un véritable transmission de générations de maîtres de la lucha libre s'affrontent avec une telle rigueur technique offre une crédibilité organique au titre intercontinental. Je suis complètement d'accord là-dessus, même que le drama de l'identité n'a pas été construit sur une haine factice, mais sur une compétition de presse dans un show dominé par des storylines souvent artificielles. Ce match a agi comme une parenthèse de pureté, rappelant que le catch est avant tout un art du mouvement et de l'honneur. Le fait que ce match ne soit tenu à Paris devant une foule européenne qui a une compréhension fine et respect de la lucha a décuplé l'impact du moment. Ce n'est pas un match, c'est un match universel. En laissant intervenir après le compte de 3, elle a commis un acte de vandalisme narratif. Un tel match, par sa structure, n'avait pas besoin de bruit pour exister. Le terminer par une agression, c'est comme se couper une symphonie au moment du final pour lancer un annonce plus célèbre. Les catharsis que le public a vécu pendant 20 minutes en attaquant Penta, le compagnon vainqueur en victime collatérale, champion de sortir de son match en étant grandi, en étant le décor d'une énième bagarre de sa fiction. Cela dilue la victoire de Penta et transforme son triomphe en une simple début de segment pour la semaine suivante. Bien que Jay soit noble, l'utilisation du masque comme levier à racheter le masque, rendre le masque commence à friser la réplique facile. À force d'en faire un enjeu central de chaque rivalité, la lucha risque de balayer l'objet le plus sacré de cet arc. Fonction à satisfaire les PS par match de haut niveau de Page pour justifier une nouvelle réalité. Utiliser le geste pour changer son alignement moral, passage d'un rôle ambigu à un rôle de protecteur. Franchement, d'un point de vue prod, il faut calmer la foule. On a tout ça, tout maintenant au niveau d'un. Donc, utiliser la technique, le cache-fur de l'arène avant de basculer vers le chaos de la fin. Ce match reflète parfait de la lutte intense au sein de le talent pur qui cherche à élever le produit comme contre un système qui cherche à le standardiser. C'était excellent. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé l'idée de la double de faire ça avec Penta et donc Rey Mysterio. Donc, c'était peut-être la meilleure chose qu'ils aient pu faire. C'était de faire ça. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Et donc, c'est la meilleure chose, même s'il y a eu attaque à la fin et qu'on peut passer à la suite après, mais franchement, la WWE, ils ont assuré de faire ça. Comment dire, assuré, c'est le mot peut-être un peu fort, Page et Rousseff ont fait vraiment une vraie chose de heal, de détruire, d'attaquer, mais quand même, il y avait mieux à faire que de faire ça aussi. Je ne sais pas, franchement, j'ai du mal à trouver les arguments et les explications de cette attaque. Oui, certes, c'est des heals et ils démolissent tout sur leur passage, mais est-ce qu'ils auraient pas pu mieux faire? Je me demande en fait, c'est la question que je me pose, c'est que peut-être qu'ils auraient pu mieux faire et mieux attaquer leurs rivaux. C'était
de les peut-être déstabiliser, mais franchement, ça va voir par la suite ce qu'ils vont faire avec Rey Mysterio et Penta. Bon, Gable qui fait le sauvetage, j'en ai parlé, je vous ai donné mon avis, donc on va pouvoir passer à la suite. On va pas pouvoir passer à la suite maintenant que Chad Gable respecte à peu près la lucha libre, mais bon, c'est la meilleure chose à faire du côté de la 2, c'était vraiment ça, de mettre en avant Chad Gable euh, 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 et de le faire de lui un sauveteur. Oui, c'était la bonne idée, je trouve, et c'était même et la bonne idée et la meilleure idée qu'ils aient eu à faire ces derniers temps du côté de la WWE, c'est de faire ça, de mettre un Chad Gable en sauveur. Donc ça va être à voir dans les prochaines semaines ce que la WWE va faire, mais ils ont besoin aussi je sais pas moi, il faut que je trouve les arguments de reconstruire l'arc narratif autour du titre intercontinental. Alors c'est vrai qu'il y a Dragon League aussi, qui est aux côtés de Chad Gable, Penta et Rey Mysterio, et donc qui respecte de plus en plus la lucha libre, Chad Gable, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a sauvé Rey Mysterio, mais il y a quand même les arguments que je trouve que la WWE ne trouve pas forcément de mettre en avant d'autres talents, donc ça va voir comment ils vont faire pour tout simplement se remettre en avant sur le droit chemin, quoi. C'est compliqué à expliquer. C'est vraiment la meilleure solution, c'est de faire ça, quoi. Ensuite, après, donc, on passe au main event, donc le match du King of the Ring, Ricky Sainz face à Seth freaking Rollins, face à Devon Evans, face à Tala Tonga. Là, on a eu l'audace de la succession. Franchement, c'est le signal que la WWE est enfin prête à enterrer ses anciennes idoles pour construire le lendemain, faire gagner donc de Young Ao Devon Evans. Donc, je spoil un petit peu. Contre Rollins, c'est un acte de foi. Evans ne sera pas plus jamais un rookie après ce soir. Il avait enfin compris qu'on ne battait. On ne bâtit pas des héros en les faisant perdre, on les bâtit en les faisant vaincre des géants. Et franchement, c'était la meilleure chose à faire. Franchement, j'ai beaucoup aimé, même si Rollins est devenu le sac de frappe de prestige à force de protéger son aura par des défaites injustes, tricheries, distractions, transforme en victime de luxe. Il ne perd plus par le talent, il perd par les circonstances. Cela rend ses matchs futurs totalement prévisibles. On entend tous la distraction qui viendra cacher sa victoire. Il est devenu un personnage dont le destin est écrit par des tiers, pas par ses propres actions, c'est dommage. Alors oui, le final, le Spear Breaker, le saut suicide et dans la norme 2026, on est dans le standardisation du chaos, c'est la signature visuelle de un mélange de spots et de cascades où le résultat n'est qu'une donnée de sortie d'une équation très complexe. C'est brillant, c'est efficace, c'est le standard, mais c'est une recette dont on commence à connaître tous les ingrédients par cœur. C'est vrai que on a cette Rollins, c'est un Talatonga qui est devenu un petit peu l'héros du match, le masterclass, quoi, celui qui a fait la performance que la WWE n'attendait pas forcément. Franchement, il m'a impressionné, Talatonga, et j'ai beaucoup aimé comment il a perdu face à comment ils se sont débarrassés de lui avec le stomp et que c'est parti en sucette à la fin. Mais franchement, quand même, il y a eu sacrée grosse performance de Talatonga, et sans cette performance-là, est-ce qu'il serait allé au bout du match? Je ne sais pas, mais franchement, c'était quand même assez impressionnant à regarder, de voir une telle performance avec une telle aisance et tout ce que vous voulez, mais franchement, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à redire dans ce match-là, franchement. Donc à la fin, il se fait, il se prend, comment dire, un Austin Theory a tiré l'arbitre pour stopper le compte, et Montesford est arrivé pour chasser Theory. Et Von Breaker a faire son spear à Rollins, il veut le couvrir Rollins, mais Van Evans lui a fait son OG cutter juste avant et l'a couvert pour la victoire. Donc c'est Devon Evans qui remporte ce match en faisant le pin sur Ricky Sainz. Mais quand même, Rollins a accepté de perdre ce match. Ce show mérite son 7 sur 10. Il résume la symphonie d'une duo qui possède une excellente athlétique rare, capable de créer des moments de grâce absolue à ce Rey, mais qui reste prisonnière d'une peur viscérale de laisser ses matchs se finir proprement. Quand 75% des résultats dépendent d'une intervention, vous admettez que votre scénario crée du suspense pour la seule fois. Là, je protège tes résultats au détriment de la vérité du ring. C'est brillant, c'est frustrant, c'est le catch. Le débat est désormais clos, mais quand même très belle victoire de Devon Evans qui donc se qualifie pour le prochain tour du tournoi King of the Ring, où il affrontera donc le vainqueur de cette semaine à SmackDown. Vous aurez là aussi la review tout à l'heure, vous connaîtrez la réponse, mais très belle victoire, très très beau match.
Et donc 7 sur 10. Et enfin, passons donc à ce qui est prévu la semaine prochaine. The OTC Roman Reigns sera de retour dans 2 jours du côté des Monday Night Raw. Qu'est-ce qu'il va faire Roman Reigns? Est-ce qu'il va accepter de défendre son titre? Va-t-il avoir un nouveau challenger maintenant que les tournois ont avancé? Ça, on va avoir la réponse, bien évidemment, du côté de Raw la semaine prochaine. On aura également la première demi-finale du Queen of the Ring, la gagnante match de championnat à SummerSlam. Donc, et en finale, à Night of Champions, la gagnante Io Sky face à Raquel Rodriguez. On a eu 2 segments chacune dans les coulisses qui étaient assez intéressants. Mais ce match on promet énormément. Est-ce que Raquel va créer la surprise comme mon père, un certain que je fais une dédicace, pense, ou est-ce que, comme je pense, Io Sky va se qualifier pour cette finale? On va bien voir si ça va ouvrir des énigmes ou si la Big Mama Cool Raquel Rodriguez va aller en finale de ce tournoi et prouver tout simplement tout son potentiel et son talent. On aura également donc Obafemi suite à ce qui s'est passé en début de jour, qui aura sa demi-finale face à Dirty Dominic Mysterio. Est-ce que The Brawler va se qualifier ou est-ce que Dominic Mysterio va perdre et va se faire avoir comme un bleu? Ça, il faudrait être là pour le savoir. Je peux pas vous spoiler. Je ne sais pas, franchement, personnellement. Est-ce que la personne que Femi a citée sera là ou pas? On verra bien. Et donc, on a également le bracket de ce King of the Ring. Donc, Obafemi contre Dominique au prochain Raw et Devon Evans, donc, qui est qualifié pour les demi-finales. Il affrontera soit Jey Uso, soit les Knights, soit Royce Kidd, soit Finn Balor. On ne sait pas encore quand. Également en demi-finale. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.